Je remercie la Ligue pour l'invitation et c'est un honneur pour moi de discuter des best-of de l'ADA. J'ai eu la chance d'y assister en virtuel et j'ai pu concocter, on va dire, les best-of. Alors je vais essayer de faire ça en 20 minutes. On va pouvoir discuter aujourd'hui des avancées majeures et des découvertes de l'année. Le diabète de type 2 nouvellement diagnostiqué, quelle est la conduite à tenir et quel est le management qui est associé. On va parler des analogues du GLP-1 dans le traitement de l'obésité, mais surtout faire un focus sur les side effects. Est-ce que c'est vraiment un fact ou une fiction? Et enfin, les dernières avancées du diabète de type 1. Alors, concernant les points forts de l'ADA, il y a eu beaucoup d'études qui ont été présentées cette année. Alors, il y a eu l'étude SELECT qui a été attendue sur la réduction cardiovasculaire de la perte de poids, l'étude FLOW qui était faite sur le sémaglutide, l'étude PROTECT sur le teplizumab, l'étude STEP-HF et l'étude ICODEC. Alors, concernant les dernières revues de l'année, la FDA, en ayant approuvé le médicament le management du poids, nous avons eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment les C-Surmonte 1, les C-Surmonte 2, mais ce qui a été vu sur les C-Select, c'est que le sémaglutide sur l'obésité a permis la diminution de la prévention du diabète de type 2. Enfin, nous avons eu aussi beaucoup d'études sur les traitements de la NASH, notamment le Maestro-NASH et le survoduglutamide, qui est un analogue GLP-1 et glucagon, et l'étude sur le tirzépatide, sur l'agoniste mixte GLP-1-GIP, avec des essais très positifs sur la NASH. Alors, vous savez qu'il y a eu une session sur le foie, mais je ne vais pas trop détailler puisque mon collègue va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, le nom a changé. De NASH, on est plutôt sur de la MASLD. C'est un nom moins stigmatisant puisqu'il y a une réduction sur la stigmatisation de la non-alcoolique à la métabolique. Il y a eu des tests non invasifs sur le diagnostic et le risque et surtout interventionnel et des thérapies. Alors ensuite, sur le diabète de type 2 nouvellement diagnostiqué, on a eu beaucoup de sessions sur comment manager le diabétique de type 2 nouvellement diagnostiqué. Alors vous savez que les challenges qu'on a dans le diagnostic du diabète de type 2, c'est diminuer l'incidence des complications. Alors on sait que l'incidence des complications diabétiques peut être très courte, de 3 à 5 ans après le diagnostic du diabète de type 2. Et donc aujourd'hui, il est nécessaire, en diagnostiquant un malade, de diminuer l'incidence des complications. Et donc, ces complications, ça peut être bien sûr les complications micro-angiopathiques, macro-angiopathiques, rénales, la rétinopathie, la neuropathie et les anomalies vasculaires et macrovasculaires. Et donc, pour éviter ces complications, le challenge, c'est le diagnostic très tôt de la maladie pour éviter et diminuer la progression du diabète de type 2. Et pour éviter les complications, on est aussi sur un management de l'équilibre glycémique de plus en plus fort et de plus en plus agressif, impulsif dès le début de la maladie. D'ailleurs, on a beaucoup d'études qui montrent que le contrôle glycémique précoce va diminuer la toxicité dans lesquelles les cellules bêta vont être, et donc l'insulinopénie relative qui se trouve dans le diabète de type 2. Beaucoup d'études avaient été déjà montrées auparavant, UKPDS et Advance, l'étude Verify qui montre que la combinaison de la thérapie précoce va montrer des événements donc une efficacité métabolique, mais aussi une efficacité sur les complications à long terme. Enfin, l'étude directe qui montre que faire perdre du poids précocement à nos patients métaboliques va éviter l'arrivée du diabète de type 2, va améliorer l'équilibre glycémique, mais aussi va faire une rémission de ce diabète de type 2 autour de 13% quand on perd 6 kilos. Et donc, le management du poids, aujourd'hui, reste un challenge important dans le management du patient diabétique nouvellement diagnostiqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la perte de poids avec l'équilibre glycémique précoce sont des plus grandes priorités de l'ADA en 2024. Une session justement sur le surpoids et l'obésité et le management justement de ce poids avec un contrôle glycémique important. Et d'ailleurs, la recommandation, c'est combiner des thérapies contre le diabète et contre le surpoids
très précocement dans la prise en charge de nos patients, notamment quand on peut utiliser des médicaments pourvoyeurs d'une perte pondérale. Quels sont ces médicaments? Alors, on a eu hier la session sur les nouveaux traitements de l'obésité, mais en tout cas, pouvoir associer peut-être des analogues du GLP-1 à la metformine précocement, le sémaglutide ou le tirzépatide peut avoir un impact positif sur la réduction du poids et le management de ce diabète précocement diagnostiqué. Et cela va permettre de diminuer toutes les comorbidités associées à l'obésité, notamment l'association des malfaiteurs, l'hypertension artérielle, le surpoids, l'AVC, les événements cardiovasculaires, mais aussi la NASH, donc la NAFLD ou la MASLD, et le PCOS, l'infertilité, et puis l'incidence de cancer chez nos patients diabétiques. Ici a été présenté un cas d'un patient diabétique de type 2 de 44 ans, une femme de 44 ans, obèse, avec un BMI à 52, qui avait une dépression sous-jacente. Initialement, le diabète a été diagnostiqué à 10,3%. Dès le diagnostic et précocement a été mis en place une thérapeutique ciblant le poids d'abord, donc le management du poids d'abord, et donc du coup elle a eu du sémaglutide, elle a baissé son hémoglobine glyquée à 6,1%, puis en plateau, il y a eu le tirzépatide, l'hémoglobine glyquée est restée stable et son BMI est passé de 52 à 39 avec une hémoglobine glyquée ensuite entre 2020 et 2024 qui est restée stable à 5,3%. Donc une amélioration des paramètres métaboliques, une amélioration de son surpoids et donc une rémission de son diabète de type 2 plusieurs années après le diagnostic avec une normalisation de sa tension artérielle et de son bilan lipidique sans statine. Il est donc démontré aujourd'hui que le management du poids fait partie des priorités dans la prise en charge d'un patient diabétique métabolique et qu'on doit prendre en considération cela très rapidement. D'ailleurs, dans la prise en charge du diabète, puisque le contrôle glycémique précoce a été prouvé qu'il maintenait l'arrivée des complications et réduisait les complications micro- et macrovasculaires, on sait que les combinaisons et les thérapies combinées dès le début du traitement vont être assez intéressantes pour nos patients. Aujourd'hui, sur le pipeline des médicaments contre l'obésité et qui vont avoir un effet aussi pour le diabète, il y a les analogues du GLP-1 donc, qui ont été déjà approuvés depuis 2021. Il y a l'agoniste GLP-1-GIP, donc tirzépatide, qui a été approuvé dans l'obésité en 2023. Il y a l'agoniste amyline GLP-1. Il y a les doubles agonistes glucagon GLP-1. Et puis, il y a les triples agonistes, le rétatutride notamment, dont la phase 2 a été publiée l'année dernière à l'ADA et dont la phase 3 est en attente cette année pour le rétatutride avec des effets très positifs sur le foie. Et puis, bien sûr, nous avons eu le sémaglutide oral qui a été approuvé, le Rysbelsus, et aujourd'hui, d'autres GLP-1 oraux qui sont en cours avec des résultats qui sont attendus pour l'année 2025. Alors, sur les études qui ont été présentées cette année à l'ADA, sur le sémaglutide, nous avons eu l'étude SELECT qui montrait le bénéfice des événements du sémaglutide sur les événements cardiovasculaires avec une baisse de 20% du décès cardiovasculaire. L'étude STEP-HF sur la réduction de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et puis l'étude FLOW qui nous montre la diminution de 24% des événements rénaux par le sémaglutide. Par ailleurs, sur le tirzépatide, les études Surmonte 1 et Surmonte 2 ont été publiées l'année dernière. L'étude Surmonte OSA, qui a été faite sur l'apnée du sommeil, a été publiée cette année et a montré une diminution, une réduction significative du taux apnée-hypopnée avec une amélioration de tous les paramètres métaboliques chez le patient diabétique de type 2. Donc, ces traitements montrent un bénéfice très important, des bénéfices additionnels sur le plan métabolique et sur les comorbidités, avec plus, vous voyez, proportionnellement, plus on améliore et on diminue le surpoids, et plus on aura une amélioration des comorbidités associées au syndrome métabolique. Donc, sur la conduite à tenir et sur notre fameuse règle ABCDE de la prise en charge du diabète, va se rajouter un O sur l'obésité, puisque le management du surpoids et du syndrome métabolique font partie intégrante de la prise en charge de nos patients.
Sur la troisième session qui était très intéressante et qui a été tant attendue à l'ADA, c'était le symposium sur les side effects des analogues du GLP-1, fact or fiction. Alors bien sûr, ces analogues du GLP-1, ces doubles agonistes, ont tellement fait parler d'eux. C'est le buzz sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On a tous nos patients qui parlent de ces side effects et ça a été médiatisé. Un très beau symposium a été fait par 4 grands experts sur les analogues du GLP-1. Professeur Drucker a parlé en premier et nous a déjà rappelé que ces analogues du GLP-1 sont là depuis 19 ans. Donc même si on n'en parle que depuis 3-4 ans, puisque ça a été plutôt buzzé sur l'obésité, quand même c'est une molécule ancienne, donc de quasi 20 ans. Et donc on a aujourd'hui des registres internationaux qui nous montrent effectivement quels sont les side effects plutôt connus et puis ceux qui ne sont pas forcément reconnus dans ces analogues du GLP-1. L'évidence, et on la connaît tous dans notre pratique courante, c'est que les effets gastro-intestinaux sont présents. Les nausées, les vomissements, la diarrhée, la constipation sont effectivement des effets indésirables, souvent transitoires, dans la prescription des analogues du GLP-1. Il y a aujourd'hui une absence de surrisque sur la pancréatite. L'autre ratio par rapport au placebo, 1,7 versus 1,4, non significatif statistiquement. Aucun point sur le cancer du pancréas, pas de surrisque. Pas de surrisque sur le cancer colorectal ou hépatocellulaire. Absence de risque de pneumonie et absence de surrisque de rétinopathie diabétique. Par ailleurs, il existe des surévénements plutôt biliaires. Donc ici, vous savez, sur les études sur les diarrhées, vous savez qu'il y a plus d'effets sur les diarrhées, nausées et vomissements. Et sur les cholécystites ou les accès d'événements biliaires, en effet, il y a une augmentation de risque d'événements de cholécystite, mais ça, aujourd'hui, on le sait, puisque l'amaigrissement est associé à plus d'événements hépatobiliaires. On l'a vu dans la chirurgie bariatrique, quand on fait une sleeve, on enlève la vésicule biliaire, parce qu'il y a plus de surrisque de cholécystite. Et en effet, aujourd'hui, il y a plus de risque de cholécystite par le biais de l'amaigrissement, mais aussi on sait que par la diminution de la sécrétion de la cholécystoquine et enfin, par la diminution de la vidange de la vésicule biliaire, il pourrait y avoir plus d'événements biliaires. Concernant les controverses sur les idées suicidaires, professeur Gamble a fait une présentation sur le surrisque potentiel à cette thérapeutique. Aujourd'hui, la pathologie psychiatrique est associée à un syndrome métabolique important. On sait qu'il y a une augmentation du surpoids par les médicaments psychotiques et les antidépresseurs, mais il n'y a pas de surrisque de cette molécule par rapport à l'augmentation de risque d'idées suicidaires, ni par rapport à la décompensation de maladies psychiatriques. Les résultats sont négatifs. Alors, qu'en est-il du carcinome thyroïdien ? Il y a eu des registres sur l'augmentation et l'effet des incrétinomimétiques sur la calcitonine. Aujourd'hui, les registres sont négatifs sur l'augmentation du risque du carcinome papillaire. Par ailleurs, il a été émis comme règle ou comme consensus de ne pas prescrire cette molécule chez les patients qui ont un antécédent de néoplasie endocrinienne multiple ou qui ont une présence de cellules thyroïdiennes C, donc d'une calcitonine élevée, pour éviter le surrisque qui pourrait être potentiel à cette molécule. Par ailleurs, il n'a pas été émis de consensus ni de recommandation sur le dépistage avant la mise en place de GLP-1 par une échographie thyroïdienne chez l'ensemble des patients pour éviter le surdiagnostic des carcinomes papillaires ou des nodules qui n'auraient pas été diagnostiqués avant la mise en place des analogues du GLP-1. Donc ici, des études qui sont négatives avec un effet plutôt sur la calcitonine, donc vraiment ces patients en particulier. Donc enfin, la quatrième présentation a été faite par professeur Beverly sur les bonnes règles de prescription de ces agonistes ou ces doubles agonistes, avec plutôt une initiation progressive, bien sûr, dans un contexte médicalisé. Ce n'est pas un médicament qu'on peut se procurer à la parapharmacie, plutôt une utilisation par une dose minimale efficace,
présenté plutôt avec des antiémétiques ou des prokinétiques, une adaptation des traitements insuliniques en regard, puisque les hypoglycémies qui ont été vues chez les patients ne sont pas liées aux analogues ou aux double agonistes, mais plutôt à l'insuline qui n'a pas été réduite par l'initiation des analogues. Et enfin, attention au changement d'humeur chez les patients qu'il faut peut-être discuter et parfois, quand une maladie psychiatrique, toujours voir avec le spécialiste qui suit le patient. Enfin, le dernier point fort qui était très intéressant, c'était les dernières avancées sur le diabète de type 1. Alors vous savez que le diabète de type 1, il y a eu un symposium sur le futur de ce diabète de type 1, énormément de voies de signalisation sur la cellule bêta, sur les voies de prolifération, mais surtout sur les voies anti-apoptotiques et comment pouvoir protéger nos cellules bêta de cette immunité qui est autour. Et donc, des études qui ont été faites sur le teplizumab. Le teplizumab est la préservation de la cellule et de la fonction bêta par des interventions immunes. Vous savez que c'est un anti-CD3 monoclonal qui, quand on le met dans un stade peut-être précoce, d'une phase 1 ou une phase 2 d'un diabète de type 1, va diminuer l'incidence de diabète de type 1 à des stades cliniques. Et donc la diminution de l'évolution vers un diabète de type 1 avec présence d'anticorps. Il a été montré que l'anti-CD3 va améliorer le peptide C et va améliorer la fonction de la cellule bêta pour éviter l'arrivée vers un diabète de type 1. Enfin, il y a eu beaucoup de conférences sur la cellule bêta et la préservation de la cellule bêta, mais aussi sur la thérapie cellulaire par les cellules stem cells, mais aussi par les iPS, les cellules pluripotentes induites, et sur la contribution de l'auto-immunité à la préservation de ces iPS. Et la FDA a enfin approuvé la première thérapie cellulaire pour traiter le diabète de type 1, qui est le Lantidra, qui est un allogénique, une îlot-pancréatique pour la préservation de la cellule bêta. Enfin, un peu d'intelligence artificielle, puisque la FDA a approuvé beaucoup d'applications sur le pancréas artificiel, mais aussi sur des applications de management du diabète par le patient avec une intervention médicale. Et enfin, une étude intéressante, et je vais finir là-dessus, sur l'efficacité et la safety de l'insuline inhalée. Cette insuline degludec qui a été inhalée, bien sûr, sur l'essai INAL3, qui a été comparée aux pompes, par exemple, et vous savez que cette technologie a un potentiel depuis déjà les années 97, et cette technosphère insulinique délivrée par des microparticules a permis aujourd'hui d'avoir des résultats positifs sur le terme métabolique, hémoglobine glyquée, mais aussi sur, surtout, les pics postprandiaux. L'utilisation de cette afrèse, de cette insuline inhalée, a permis de diminuer la variabilité glycémique chez le patient diabétique de type 1 avec une diminution des pics postprandiaux, à condition, bien sûr, que cette thérapeutique ne peut être utilisée que chez les patients engagés qui vont pouvoir inhaler et faire cette inhalation toutes les 2 à 3 heures pour améliorer et répéter, pour diminuer le pic postprandial, chez les patients qui ont une phobie des aiguilles, chez les patients qui vont avoir plutôt des grosses GPP, mais malheureusement ne peuvent pas être utilisés chez les patients qui ont des anomalies pulmonaires ou des maladies pulmonaires chroniques. Alors j'espère que j'ai fait un tour sur les points forts de l'ADA. Vous savez qu'aujourd'hui les progrès continuent, la route est droite mais la pente est forte. Nos recherches sont de plus en plus positives et cela ne fait qu'augmenter et améliorer le challenge de nos patients diabétiques. Je vous remercie pour votre attention.